À présent, en guise de conclusion, nous allons parler de l'avenir du Bitcoin et ce qu'il faut retenir du Bitcoin et de toutes les variantes qu'il a inspirées. Comme nous l'avons abordé, il y a de nombreux BIP ou Bitcoin Improvement Proposal qui ont vocation à faire évoluer le protocole Bitcoin. Parmi les plus grandes évolutions à venir, je retiendrai les suivantes. La première est l'évolution dite Segregated Witness. Il s'agit d'une évolution présentée pour la première fois en décembre 2015 à l'événement annuel Scaling Bitcoin. Cette proposition a très vite fait l'objet d'un BIP, le BIP 141, et dont l'objectif est de rendre plus efficace l'encodage des données dans l'idée d'augmenter la capacité de traitement du réseau Bitcoin. Nous allons voir aussi que cette proposition a d'autres répercussions indirectes positives que je vais détailler. La proposition consiste à séparer les données de transaction, montant, origine, destination, sous forme d'input et d'output, des données dites witness, à savoir les signatures ou preuves cryptographiques qui valident un transfert de propriété d'unité de compte Bitcoin. Dans cette proposition, les données witness sont transmises dans le réseau, mais dans une structure de données séparée. Ainsi, les nœuds qui souhaitent valider les transactions peuvent le faire en téléchargeant ces données désormais additionnelles, et d'autres nœuds peuvent simplement ignorer ces données et ne pas tenir compte des données witness. Cette proposition assez simple a au final de nombreux bénéfices. Tout d'abord, et c'est le premier but recherché, cela permet de placer davantage de transactions dans le bloc qui est toujours à 1 méga, car on a libéré de la place utilisée par les données witness. En effet, une fois que les transactions incluses dans un bloc validé sont confirmées, les données de signature ne sont plus utiles, et cette séparation des données permet une meilleure efficacité dans la gestion du bloc. Selon les estimations actuelles, la mise en œuvre du Segregated Witness, souvent appelé SegWit, permettra de traiter environ 60% de transactions supplémentaires dans la même taille de bloc. D'autres bénéfices indirects sont également apportés par le SegWit. D'abord, une capacité de faire évoluer le langage de script plus facilement, car ces données sont séparées des données de transaction. Également, une capacité d'introduire des nouvelles variantes de signatures, comme les Schnorrer signatures, que je ne détaillerai pas. Enfin, des simplifications pour les services dits de wallet et de hardware wallet, car il y a moins de hachage de transactions à faire. Et enfin, le correctif du bug dit de malléabilité qui est traité dans le BIP 62. À la date d'enregistrement de cette vidéo, soit mi-octobre 2016, le SegWit est sur le point d'être réalisé dans le code du Bitcoin Core, mais il n'a pas encore été déployé. À présent, nous allons avoir un éclairage particulier de la part de Nicolas Dorier, CTO de la société Metaco et contributeur au Bitcoin Core, notamment par sa contribution sur le SegWit, Segregated Witness, et sur des librairies qui tirent parti de cette fonctionnalité. Bonjour Nicolas, merci de nous accorder cette interview depuis le Japon aujourd'hui. Est-ce que tu peux d'abord nous parler de SegWit, ce que c'est, quels sont les enjeux pour le Bitcoin et comment cela même ouvre de nouvelles possibilités pour le futur du Bitcoin? Alors, SegWit, c'est beaucoup de choses à la fois. Alors, ce que j'ai aimé, c'est quand on en a entendu parler, en fait, on était un peu dans une impasse au niveau du block side, de comment augmenter la capacité de transaction. Je donne pas augmenter. Le but, c'est pas d'augmenter la taille des blocs, c'est d'augmenter la capacité de transaction, en fait. Et on était un peu dans une impasse. Et en fait, il y a, au moment où Peter Thiel a proposé ça, il a trouvé un moyen de le faire, d'augmenter la capacité en faisant un soft fork. Ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que les anciens programmes qui marchaient avant, on est sûr que ça va toujours marcher. D'accord? Il n'y a pas il y a rien qui va casser. Donc, l'un des points majeurs, c'est bien sûr que ça augmente la capacité des transactions, donc jusqu'à 1 méga 700 à peu près. Donc bon, ça c'est un point assez majeur, mais
pour moi, c'est pas le plus important. Il y a deux choses plus importantes pour moi. Il y a le fixe de la malléabilité. Oui, est-ce que tu peux Euh, détailler cette partie pour notre ouais, audience qui n'est pas alors, forcément familier avec cette notion? oui, alors, très rapidement, mais quand tu fais une chaîne de transactions, donc quand tu crées une transaction et que tu ne la broadcastes pas et que tu crées une autre transaction fille, d'accord, qui dépend sur la première. Le problème, si tu fixes pas cette malléabilité, c'est que le jour où tu broadcastes celle-ci, d'accord, la première, la parente, le jour où tu la broadcastes, il y a un attaqueur qui peut changer le hash de la transaction sans l'invalider, d'accord? Mais du coup, ça veut dire que la transaction fille, elle devient plus valide. C'est embêtant. Donc, le problème de la malléabilité, c'est que tu ne peux pas faire de chaîne de transactions facilement. Donc tu es obligé de broadcast la première, attendre que ça se confirme, broadcast la deuxième, attendre que ça se confirme. Sinon, un attaqueur il peut changer l'ID de celle qui n'est pas confirmée et invalider la deuxième. Et en fait, ça pose des problèmes sur pas mal de smart contracts et en particulier sur les payment channels qui impactent aussi Segwit, qui impactent aussi Lightning. En détail, sans Segwit, si on voulait faire Lightning Network, il faudrait que chaque participant soit un full node. D'accord? Donc ça serait un peu délicat en fait, parce que bon, personne ne veut lancer un full node sur son téléphone. Alors, grâce à Segwit, ce qui est bien, c'est que tu peux un, un smartphone, par exemple, peut déléguer la tâche à un service de monitoring du blockchain de regarder son channel en cas de tentative de fraude par le pire d'en face. Et ça, c'est possible que grâce avec Segwit. D'accord. Il y a un autre avantage super important qui protège des bugs au niveau des blocs Explorer. Donc en fait, la plupart des services qui utilisent Bitcoin, ils dépendent de blocs Explorer pour leur donner la valeur des outputs qui sont en train d'être dépensés. Et actuellement, si un hacker hack ces blockchain Explorer, ce qui va se passer, c'est que une personne avec un client comme Copay, par exemple, ou un- Un un- wallet. ouais. Le problème, c'est il va signer une transaction qui va dépenser plus de Bitcoin que ce qu'il avait prévu. Donc, par exemple, imaginons que le Blockchain Explorer dit, bah, tiens, le coin que tu es en train de dépenser, c'est un Bitcoin, mais qu'en réalité, sur le blockchain, c'est 100 bitcoins, et bah, ça veut dire que tu vas l'envoyer 99 bitcoins en mining fees bah, à cause du block Explorer. Ah, Donc c'est un souhaitable. problème assez grave. Une solution pour régler ce problème, c'est de demander toutes les transactions parentes des coins que tu veux dépenser, mais en fait, ça peut faire beaucoup de données à récupérer. Donc en fait, Segwit a réglé le problème en demandant à ce que quand on signe une transaction, on signe aussi le montant du coin que l'on est en train de dépenser. Du coup, si le montant n'est pas le montant que le block Explorer te dit n'est pas le bon, les mineurs en fait vont détecter ça et vont rejeter ta transaction. Donc ça met un gros risque en moins, c'est un gros risque en moins. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième truc le plus important de Segwit. D'accord. Euh, Dernière chose importante, c'est que ça va nous permettre de, de, de rendre le protocole un peu plus performant dans le futur sans tout casser. Et là, ce que j'attends le plus, c'est l'agrégation de signatures, donc ce qu'on appelle les Schnorr-Sig. Donc actuellement, imaginons que tu as une transaction avec 10 inputs, tu vas avoir 10 signatures différentes.
avec les schnorr-sig, en fait, tu auras toutes ces signatures vont être compressées en une seule signature et mis à l'intérieur de la transaction. Ce qui veut dire qu'on aura une augmentation de la capacité de transaction. Alors, je ne sais plus ce qu'il avait dit, Peter Will, mais de l'ordre de 40% encore. Oui, c'est le Donc, chiffre que j'ai entendu. et il y a certaines recherches, alors je me souviens plus le nom, le nom de la cryptographie derrière, mais il y a une possibilité théorique d'agréger toutes les signatures à l'intérieur d'un bloc en une seule signature. Et bon, si ça c'est possible, là on a la capacité qui explose fois 100, quoi. Mais avec un block size de 1 méga 600. Donc bon, il y a beaucoup de trucs qui peuvent se passer dans le futur, hein, à mon avis, en ce qui concerne la scalabilité grâce à SegWit. D'accord. Et pour terminer sur Segwit, est-ce qu'il y a des risques? Quels sont les risques à déployer sur un réseau de la taille de celui du Bitcoin, une telle mise à jour? Les risques, les risques, les risques. Alors, le plus gros risque, c'est qu'on on ait fait une erreur et que ça provoque un hard fork. S'il y a un hard fork, on a vu un peu ce qui se passait au niveau de Ethereum. C'est pas beau à voir. Ouais. On peut se retrouver avec deux Oui. bitcoins. Donc ça je dirais le plus grave qui pourrait se passer. Euh, Sinon, ouais, pour moi, ça serait C'est bon. vraiment le plus grave, ouais. Le plus grave. Merci Nicolas et à Ouais. très très bientôt. Et on À suivra tes bientôt. actualités. Au revoir. Au revoir. Une autre évolution assez intéressante est le réseau dit Lightning. Il s'agit d'un réseau qui fonctionne au-dessus du réseau Bitcoin et qui va permettre de gérer des transactions off-chain qui pourront être plus rapides dans la mesure où elles ne sont pas enregistrées dans la blockchain et elles n'ont pas besoin de temps de confirmation à plusieurs dizaines de minutes. Le réseau Lightning s'appuie sur le principe des payment channels, des canaux de paiement bidirectionnels qui permettent à deux utilisateurs de s'envoyer instantanément des paiements jusqu'au moment où un des utilisateurs décide la fermeture du canal. Seule l'ouverture ou la fermeture d'un canal nécessite une transaction on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain. Pour nous parler du réseau Lightning, j'aurai le plaisir de recevoir Fabrice Drouin de la société A5 qui édite une implémentation du protocole Lightning. Bonjour Fabrice. Bonjour Vidal. Pour introduire ce sujet, est-ce que tu peux nous rappeler la problématique adressée par le réseau Lightning? Alors, la première problématique que le réseau Lightning adresse, c'est la scalabilité de Bitcoin, c'est-à-dire concrètement le nombre de transactions qu'on peut faire par seconde sur le réseau Bitcoin. Et qui cette limite est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quelques transactions par seconde. Donc si on ramène ça en termes de paiement, ça veut dire qu'avec Bitcoin, on peut faire pour le monde entier seulement quelques paiements par seconde. Merci Fabrice. Est-ce qu'on peut à présent rentrer un peu plus en détail dans les principes techniques qui font fonctionner le réseau Lightning? Alors la base du réseau Lightning, ce sont les canaux de paiement et l'extension des canaux de paiement sur un réseau peer-to-peer. Donc les canaux de paiement à l'origine étaient utilisables seulement entre deux parties et on pouvait faire évoluer la balance seulement dans un sens. Donc quelqu'un pouvait payer de plus en plus, on ne pouvait pas revenir en arrière. Joseph Poon et Taj Drija ont proposé un mécanisme en 2015 qui permet à la fois d'avoir des canaux de paiement bidirectionnels, on peut faire varier la balance dans les deux sens, et d'avoir des paiements conditionnels. Et c'est le point le plus important de Lightning. On peut mettre en place un paiement de type je paye A paye B si et seulement si B paye C. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que sur le réseau peer-to-peer formé par les nœuds Lightning, si on peut trouver un chemin vers quelqu'un, on peut le payer. On n'est pas obligé d'ouvrir directement un canal de paiement avec lui. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien compris dans les analyses sur Lightning qu'on voit aujourd'hui. On n'est pas obligé d'avoir énormément de canaux ouverts. Si le réseau a une bonne topologie, on pourra payer quasiment n'importe qui avec un nombre de canaux de paiement qu'on a ouvert soi directement qui soit assez limité. Le principe de ces canaux de paiement,
c'est d'échanger de vraies transactions Bitcoin, mais qu'on ne publie pas sur la blockchain. Donc quand on ouvre un canal de paiement avec quelqu'un, on va créer une première transaction Bitcoin, une vraie, qu'on publie sur la blockchain, et derrière, on va s'échanger entre nous des transactions qui dépensent cette première transaction qu'on voit sur la blockchain. C'est comme ça qu'on peut suivre aussi ce que fait l'autre partie du canal. Une fois qu'on a ouvert notre canal, on va regarder notre transaction sur la blockchain, notre encre, et on va voir s'il est dépensé ou pas. C'est ce qui permet de savoir si l'autre personne est en train de tricher ou si elle a décidé de fermer son canal parce qu'on a une panne de réseau ou autre chose. Donc ça, c'est vraiment un aspect important, pouvoir monitorer la blockchain en temps réel. Et entre les parties du canal de paiement, on échange les transactions Bitcoin, de vraies transactions Bitcoin. Donc c'est un réseau qui est pas complètement indépendant de Bitcoin à cause de ça. Ces transactions sont valables seulement parce qu'il y a le réseau Bitcoin en dessous et que si on triche, on pourra punir l'adversaire en publiant ce qu'on appelle une transaction punitive sur le réseau Bitcoin. Donc Lightning n'est pas possible sans Bitcoin en dessous et le protocole se base directement sur les transactions Bitcoin. Un nœud Lightning va avoir, selon sa position dans le réseau, plusieurs modes. On peut être soit très proche des clients, des utilisateurs finaux qui vont payer. Donc on va recevoir des paiements qu'on va faire transiter vers le marchand. On peut être au milieu et faire transiter un tas de paiements sans savoir forcément de qui ils viennent, où ils vont. Un des aspects importants de Lightning, c'est l'utilisation d'un routage de type oignon, un peu comme ce qu'il fait sur Tor. Un nœud, quand il reçoit un message, il va recevoir un message qui est crypté pour lui. Il va le décrypter. Et dedans, il y aura une action qui sera envoie un autre message au nœud suivant. Mais le message qu'on va envoyer va être de la même façon crypté pour le nœud suivant. Donc un nœud va avoir une connaissance relativement limitée de ce que font les autres autour de lui. Et il sera assez compliqué, par exemple, de tracer les paiements de bout en bout et de savoir qui paye qui. C'est un aspect qui est important sur le réseau, le respect de la vie privée des gens qui vont l'utiliser. Et puis il y aura des nœuds qui seront proches des marchands et qui, eux, vont leur faire suivre tout un tas de paiements. Donc eux sauront, entre guillemets, qui est payé, mais ne sauront pas d'où viennent les paiements. Et tout ça va se faire, et c'est un aspect très important de Lightning, sans supprimer la propriété la plus importante de Bitcoin, c'est qu'on n'a pas besoin de tiers de confiance. On n'a pas besoin de faire confiance aux nœuds Lightning. Ce ne sont pas des banques ou des échanges qui peuvent partir avec les fonds qu'on a mis dessus. Le mécanisme de transaction punitive qui fait que si quelqu'un triche, l'autre partie du canal de paiement peut lui prendre tout son argent. C'est ce qui fait que les nœuds ne pourront pas tricher, ne pourront pas subtiliser les fonds, et c'est ce qui protège le réseau. Donc, dans le pire des cas, les fonds qu'on a bloqués sur ces canaux de paiement ne seront pas utilisables avant un certain temps. Il y a une sorte de délai avant qu'on puisse les récupérer, mais on ne confie pas son argent à un nœud Lightning qui peut partir avec. Ça, c'est un aspect vraiment important de ce réseau. Très bien. Est-ce qu'on peut à présent aborder l'impact sur les utilisateurs? Est-ce qu'ils doivent changer de wallet? Comment ça se passera pour eux? Alors oui, les utilisateurs devront avoir des wallets qui seront compatibles avec Lightning. Ils devront ouvrir des canaux de paiement, c'est-à-dire qu'ils devront bloquer un certain volume de Bitcoin sur ces canaux de paiement. On peut supposer qu'au départ, ce sera de tout petits montants, l'équivalent peut-être de quelques dizaines d'euros pour essayer. Et vu que le réseau permet de payer n'importe qui à partir du moment où on trouve un chemin vers lui, on n'a pas besoin d'ouvrir énormément de canaux de paiement. Donc là encore, on peut supposer qu'au départ, les utilisateurs ouvriront peut-être 4 ou 5 canaux de paiement maximum avec relativement peu d'argent dessus, et ça leur permettra de commencer à utiliser le réseau et à faire les premiers paiements qui seront probablement des paiements sur des petits montants. Est-ce qu'ils auront les mêmes bénéfices, les mêmes temps de transaction? Alors c'est encore mieux. Bitcoin aujourd'hui ne permet pas de faire des transactions instantanées. Il faut attendre que les transactions soient confirmées. La confirmation, ça prend en moyenne 10 minutes. Et on recommande d'attendre 6 confirmations, c'est-à-dire 1 heure avant qu'une transaction soit vraiment sûre.
Et les transactions ont un coût aussi. Le coût de frais de transaction aujourd'hui sur Bitcoin, il est de quelques centimes. Ça veut dire que si on veut envoyer 1000 €, c'est très intéressant. Si on veut envoyer 50 centimes, ça commence à l'être beaucoup moins. Lightning permettra de faire des paiements qui soient à la fois instantanés. C'est-à-dire concrètement, un paiement Lightning, même avec plusieurs sauts sur le réseau, prendra quelques secondes, et qui peuvent être de vrais micro-paiements. On peut très bien imaginer de payer quelques centimes, voire moins de quelques centimes sur Lightning, et d'avoir des commissions qui sont extrêmement réduites et qui sont proportionnelles au montant qu'on paye, alors que sur Bitcoin, le montant des commissions est proportionnel au poids de la transaction, en gros à sa taille en octets et pas au montant qu'on transfère. Donc pour les utilisateurs, il y a un vrai bénéfice, c'est des transactions instantanées et de vrais micro-paiements qui sont difficiles à faire aujourd'hui. Très bien. Et pour les nœuds Lightning, quelles sont les incitations qui existent pour faire en sorte que le nombre de nœuds soit assez important? Alors, les nœuds Lightning prendront des commissions sur les transactions qui passent par eux. Donc si je suis un nœud Lightning et que j'ai des paiements qui passent par chez moi, je vais publier aux autres nœuds Lightning le montant de frais que je vais prendre dessus. Et en gros, si on veut payer en passant par moi, il faudra me payer un petit montant de frais qui sera proportionnel au montant qu'on veut payer. Et c'est comme ça que les nœuds Lightning, entre guillemets, gagneront leur vie. Donc ce seront des frais qui sont extrêmement réduits et qui serviront à couvrir les frais opérationnels d'un Lightning, puisque ils devront être, pour être vraiment fiable, un nœud Lightning devra être online 24 heures sur 24. Et pour être scalable, un nœud Lightning devra pouvoir gérer un grand nombre de paiements, avoir une base pour stocker l'état de ses canaux de paiement. Enfin, il y a une certaine complexité à mettre en œuvre un nœud Lightning qui soit vraiment scalable. Très bien. Alors, une autre question. Ta société, la société A5, dont tu es le cofondateur, édite une solution, une implémentation de réseau Lightning. Est-ce que tu peux partager avec nous les fonctionnalités spécifiques à votre implémentation? Alors, c'est encore un petit peu tôt, vu que Lightning n'existe pas encore en production pour parler de ce qui est spécifique à notre implémentation. Il y a deux aspects dans Lightning. Il y a l'aspect interopérabilité. Lightning, à la différence de Bitcoin, aura un vrai protocole, de vraies spécifications qu'on pourra implémenter de son côté en étant interopérable avec les autres nœuds. Et nous, on essaye de contribuer autant que possible à l'aspect open source du protocole. On a une implémentation open source de ce protocole aujourd'hui, qui est en version alpha, puisque tout le monde est en version alpha, qui est déjà interopérable avec l'implémentation de Rusty Russell pour Blockstream. On va continuer à rendre cet aspect-là de nos travaux open source. Par contre, ce qu'on amène comme valeur ajoutée en tant qu'entreprise, c'est qu'on a une certaine expérience des systèmes complexes et fiables. Et on va essayer de faire un nœud Lightning qui soit le plus scalable, c'est-à-dire en termes de nombre de canaux qu'il peut gérer, nombre de paiements par canal, et le plus efficace possible en termes de coût. Ces aspects-là opérationnels ne sont pas forcément amenés à être open source parce qu'ils sont vraiment spécifiques au choix qu'on va faire pour les déploiements, mais on va continuer à contribuer au maximum sur les travaux, sur le protocole, sur l'interopérabilité, sur le routage, et tout ce qu'on fait qui est directement lié au protocole, on continuera à le rendre open source. Très bien. Et pour finir, à quel horizon vois-tu le réseau Lightning être en production? Alors, c'est pas si simple que ça de répondre, parce qu'il y a encore des aspects dans le protocole Bitcoin qui sont importants pour Lightning qui ne sont pas encore en production, en particulier Segwit. Segwit, ça règle un certain nombre de problèmes sur Bitcoin, et en particulier le problème de la malléabilité des transactions qui est assez important quand on veut chaîner des transactions comme on le fait sur Lightning. On peut imaginer que les premiers tests sérieux d'interopérabilité entre versions bêta de nœud Lightning aient lieu pour la fin de l'année ou début de 2017, et on peut imaginer que Lightning puisse permettre de faire les premiers paiements sur le réseau Bitcoin avant la fin de l'année 2017. Donc moi j'imagine bien un déploiement en production de Lightning
courant 2017. Merci beaucoup Fabrice pour tous ces éclairages. Vous pourrez retrouver l'interview complète dans les liens vidéo qui sont en bas de cette page. Et enfin, une autre évolution majeure qui arrive sous peu est celle dite de sidechain. Le concept a été formalisé par une équipe de contributeurs du Bitcoin Core et qui est l'idée par Adam Back, qui a fondé la société Blockstream et qui développe techniquement et commercialement les sidechains. Il s'agit de capitaliser sur les innovations de l'univers Bitcoin pour permettre le transfert de valeur à d'autres blockchains compatibles. Les sidechains sont des blockchains basés sur le code du Bitcoin et qui, hormis le transfert d'unités de compte entre blockchains, opèrent de façon totalement indépendante et isolée de la blockchain parente, à savoir le Bitcoin. Les sidechains peuvent s'avérer très utiles dans de nombreuses situations, et notamment lorsqu'il s'agit d'expérimenter des nouvelles fonctionnalités dans le Bitcoin. Il est possible d'introduire des évolutions, comme des nouveaux opcodes, pour enrichir le langage de script, et ce, sans altérer ou prendre des risques au niveau de la blockchain mère, à savoir le Bitcoin dans ce cas. La création de chains, sidechains, permet également de créer des chaînes alternatives avec leurs propres actives qui peuvent dériver des propriétés et de la sécurité du réseau Bitcoin. Également, les sidechains sont envisagés pour des opérations de mise à jour d'un réseau, comme le Bitcoin, sans aucune interruption. Concernant le transfert d'actifs de la blockchain mère vers la sidechain, cela fonctionne comme suit. En première phase, au niveau de la chaîne parente, une transaction verrouille un actif. Et puis, en phase 2, au niveau de la sidechain, une transaction est créée avec comme input la preuve cryptographique que le verrouillage est effectif dans la chaîne parente. Ainsi, un nouvel actif est créé. Il y a simplement eu un transfert entre la chaîne parente et la sidechain. On parle de peg, c'est-à-dire de liaison entre les deux chaînes, ou de two-way peg, lorsque l'actif peut revenir vers la chaîne parente. Pour reprendre une illustration de la société Blockstream, les sidechains peuvent être nombreuses et il peut y avoir des sidechains de sidechains pour, par exemple, opérer des micro-paiements et permettre des expérimentations comme des versions de test ou des versions bêta du protocole Bitcoin lui-même. Pour terminer, je vous propose une synthèse des points les plus importants à retenir. Et pour reprendre les points majeurs vus dans notre série, j'aurai le plaisir de recevoir Andreas Antonopoulos qui nous commentera le potentiel de la monnaie Bitcoin, l'ouverture et l'innovation permises par le réseau Bitcoin, l'efficacité à attendre d'une gouvernance décentralisée, le futur proche du Bitcoin et enfin, pour finir, sur la hype actuelle autour de la technologie chaînage de blocs. For the conclusion of our video series, I have the honor and the pleasure to receive Andreas Antonopoulos to speak about Bitcoin and blockchain. The first set of questions I would have for you, Andreas, is about the Bitcoin currency. What is the potential of the Bitcoin currency and how it can really address the financial inclusion? Well, for the first time, we have an opportunity to make very powerful financial services available to everyone simply by downloading an application on a smartphone, but I think also potentially using an application with SMS on an even simpler phone. Already we're seeing smartphones costing 25 euros or less. And over the next few years, we're going to see that price drop even further, which means that given the value that you can get from having a bank in your smartphone, that's a worthy investment that will drive economic inclusion. One of the things I expect to see is, just like we saw adoption of cellular telephony, jump ahead and bypass an entire generation of fixed line telephones. In many places of the world, people went directly to cellular telephony from having nothing at all. I think we're going to see a similar leapfrog where people will go directly to digital currency, bypassing traditional money, bypassing traditional banking.
And that can have a significant impact on the more than 4.5 billion people who have very limited access to banking, and 2.5 billion people who have no access to banking whatsoever. Perfect. And what about the impact of Bitcoin currency on other countries like Greece, Argentina, or maybe China? I think it's too early to really start seeing that impact, but we can already foresee what kind of impact it's going to have. Today, if a currency is in hyperinflation, if a government is pursuing policies that are insane or corrupt, or intended to pay debt by confiscating the savings of seniors and retirees simply through inflation, which is a tactic we see in many countries. The end result is that they have to be able to take the entire population hostage. They have to be able to apply currency controls. They have to be able to hold people from leaving the system. When the ship is sinking, you have to keep everyone on the ship. And Bitcoin allows people to abandon ship. It allows them to exit. It allows them to opt out from hyperinflation catastrophe. Now, today, that option is only available to a tiny, tiny fraction, less than 0.1% maybe, of these populations. And we're seeing already that people are taking advantage of that option. So when hyperinflation strikes in Venezuela, you wouldn't expect many people to have access to Bitcoin, but we see an enormous spike in Bitcoin sales, which means that some people are using it. The same thing has happened in Greece and Argentina, in Cyprus and other countries. It's still tiny. It's not going to have any impact on the broader economy or the middle class. But imagine 10 years from now, when the option of a hyperinflation catastrophe for the middle class and paying off the debt through inflation for the government is not an option, because 15–20% of the population can simply leave the currency. And even knowing that, even without the population leaving, simply the knowledge that that is possible changes the behavior of governments. It changes their options. It reduces their options. They don't have the option to do that kind of monetary policy because they face competition from a currency that they cannot control. So I think at the moment, nothing happens in these countries, nothing significant. But we can already foresee that in 10 years or less, the game will have changed completely. Perfect. Now I would like to speak about the Bitcoin as a platform. Could you remind us, please, the importance of the anonymous proof of work consensus algorithm and how it drives most of Bitcoin properties? So you have to think of the blockchain technology and the anonymous proof of work as mechanisms, as architectures. And the purpose of these architectures is to increase the decentralization of the system. So the blockchain architecture allows you to do decentralized applications. Proof of work allows you to make those even more decentralized. Anonymous proof of work, even more decentralized. Having a native asset, even more decentralized. Having to expend extrinsic energy, even more decentralized. All of these things increase the decentralization. In fact, my theory is that there are certain features of the Bitcoin technology that don't just increase the decentralization, but they increase it in a stepped level. So not just increasing it linearly, but creating a new plateau of decentralization by pushing it up quite dramatically. Proof of work and anonymous access to proof of work, open participation in the consensus is one of those features that creates a stepped increase in decentralization. Decentralization, in turn, is the thing that creates all of the interesting features of Bitcoin. It allows Bitcoin to be open, to be borderless, transnational, and global, to be neutral, to be open to participation, open to access, open to the consensus algorithm, and open to innovation without asking for permission. It allows it to be immutable and censorship resistant and without intermediaries or counterparty risk. All of these features come from the increase in decentralization that is enabled by features like the open proof of work consensus algorithm.
Perfect. So about decentralization, do you think that we succeeded with Bitcoin to invent a new form of governance? Absolutely, yes. So the really interesting thing about Bitcoin is that it enabled us to achieve, in the area of trust, a new level of decentralization that had never been achieved before. And that set the new standard, if you like. And what it does is it allows you to have this open global platform that gives you neutral interpretation of the rules of trust through consensus. And that creates a new standard for governance, meaning that if you want to operate a corporation or an organization, instead of using a hierarchical system of governance, you can instead use a network-centric flat system of governance. And of course, the most obvious application for that is to implement the issuance and transmission of currency. But that's just one of the applications that you can do once you have an open, neutral platform for trust. About the decentralized governance, do you think that it's really efficient? Because Bitcoin happens to have a lot of critics about the efficiency of this way of governing. Yes, absolutely. It's not efficient. It's not efficient. It's not meant to be efficient. This is an explicit design trade-off. Bitcoin creates liberty in return for reduced efficiency. So we choose to have a system that is less efficient, that can't scale. If you want efficiency, if you want the trains to run on time, if you want perfect coordination, choose dictatorship. Very efficient, brutally efficient, one might say. Decentralized governance isn't efficient. What it is liberty. So this is an explicit design trade-off. It's not an accident. The system chooses to decrease efficiency in order to increase liberty, in order to increase openness, to allow for borderless operation, censorship resistance, neutrality, open participation, open access, open innovation. All of those features come from decentralization at the cost of efficiency. And that's okay, because it's a price worth paying. We already have efficient systems of payment. They exclude 4.5 billion people. They are full of censorship. They concentrate power. They're corrupt. We already have those. This is a system that gives us an alternative approach. Now I'd like to speak about your vision about the future of Bitcoin. According to you, what are the most interesting developments that are upcoming in the Bitcoin platform? I think we can look at this from a number of different perspectives. We can look at the core technology, and then we can look at some of the applications that are being created with this core technology. In both cases, what we're seeing is the effect of exponential growth in the innovation. With an open innovation platform in financial technology, for the very first time, anyone can participate in innovation. They can invent something, and they don't need to ask for permission. So what in banking has been this very, very slow process of incremental innovation that takes decades to show any movement whatsoever, now we're seeing the type of innovation we see on the internet being applied to banking, and it's accelerating really, really fast. In the core technologies in Bitcoin, we're seeing the introduction of new capabilities at the core layer that increase both the scalability as well as introduce new features. So we've seen, for example, over the last year, the introduction of time-based parameters for the programming of money, which is a really important innovation. So now you can control the timed release of payments as well as introduce time constraints in the scripting of Bitcoin. This has already been used to create very exciting applications. Over the next 3 months, we're expecting the introduction of a system, a new architecture change called Segregated Witness, which both increases the capacity of the Bitcoin blockchain by a factor of 3 approximately. It also changes some of the ways that transactions are encoded, solving some minor problems in Bitcoin, reducing effects like transaction malleability, and improving the way hardware wallets and other devices can operate with Bitcoin. So a few basic architecture changes. On the back of that, what we're seeing is the ability to introduce more features into Bitcoin much faster. So Segregated Witness gives us the ability to upgrade Bitcoin and upgrade the scripting language
much faster than before. And already we're seeing many proposals coming out on how to make upgrades in the programming of Bitcoin. One example of that is using a new signature mechanism called Schnorr signatures. We're seeing the introduction of more privacy and confidentiality mechanisms. We're seeing cross-chain connections, which allow us to implement blockchains that have two-way pegging for the transfer of value between them automatically and in a decentralized way. We're seeing the introduction of technologies that allow us to create bidirectional payment channels. This is a very interesting technology called Lightning Network. Bidirectional payment channels allow you to build a whole layer of routed payments on top of Bitcoin that can operate on a millisecond scale, delivering millions of transactions per second, and which are completely off the chain but still exhibit all of the trust relationships of Bitcoin. So all of these technologies are coming on now. We're seeing the first developments. We see codes that can be tested and simulated. And it will probably take about 2 years before we see these being implemented in the consumer-facing side and the user interfaces of wallets, exchanges, and things like that. On the other hand, in terms of applications, I think we're beginning to see the impact of Bitcoin in certain areas where traditional payments are very difficult. And the two most interesting areas, in my mind, are remittances and currency controls. So moving money into a country from immigrants who work abroad and are trying to send money to their families. This is an area where the traditional payment system is slow, it's expensive, it's insecure, and it's full of controls, and where the poorest people in the poorest countries pay the most to transfer money. We're beginning to see the impact that Bitcoin can have in that space by facilitating remittances. The other area is import-export, so doing trade cross borders. Companies that import goods or export goods or both can now find ways to do that much easier by using Bitcoin as the currency to do cross-border payments. Again, these are areas where traditional financial payments are slow, insecure, and expensive, and Bitcoin makes them fast, cheap, and secure. So those are obviously areas where Bitcoin can have a big impact. Perfect. And what would be the main challenge that would Bitcoin face during the next years? I think the main challenge that Bitcoin faces is that it represents a significant change in the way people interact with money. It is probably the fourth or fifth major technological advancement of currency since the beginning of human civilization. And when you change a technology like money, that is one of the most ancient technologies we have in our civilization, and which is such an influential technology and one that has become almost invisible to us. People don't speak about money as a technology. They don't really think of it as a technology, but it is. And when you change it for the fourth or fifth time in human history, there's resistance. When we moved from gold coins to paper money, there was a lot of resistance. It took almost 400 years for society to adapt to this new concept. It took another 30 years to adapt to credit cards. And Bitcoin represents kind of the next adaptation. So it takes time. The understanding the language, understanding the technology, its complexity. Obviously, the culture needs to adapt to new ways of thinking and talking about money, but at the same time, Bitcoin needs to adapt to become easier to use, easier to secure, and easier to understand. So both of those things are happening, and it takes time, and they will happen. But that's the fundamental challenge, which is that people don't like change, and it takes time to absorb and adopt a new technology. And about the regulation, what kind of regulation do you expect to come in the next years? So I think there's a big difference between regulating Bitcoin and regulating companies that operate in Bitcoin. I think the regulators are probably going to regulate some of the systems that touch traditional banking, specifically exchanges, and Bitcoin companies that behave as banks, which means that they take control of other people's money. And that's probably a good thing, because when people take control of other people's money, they tend to steal it, both in the traditional banking environment and in Bitcoin.
So whether that's going to be effective or not, we'll see. I mean, regulation hasn't been effective in stopping banks from stealing people's money. I don't know how effective it's going to be in Bitcoin, but it's not an area I'm very interested in. As for regulating Bitcoin itself, that's where things get interesting. The issue being discussed among regulators today is whether they should regulate Bitcoin or should not regulate Bitcoin. But the problem is they haven't addressed the question of whether they can or cannot regulate Bitcoin. And the answer is rather simple. They cannot regulate Bitcoin because they have no control over the Bitcoin system. It is a global open system, which means that their regulation could simply consist of banning it by law, in which case that law will be ignored in the countries where the law doesn't matter, and will be fought in the countries where the law does matter. Or they're going to have to look at other ways of approaching this, because the system itself is not subject to any country's regulation directly. So this is going to be an interesting space. We're going to see a lot of arguments. We're going to see a lot of pressure. We're going to see a lot of political manipulation, especially in countries that see the concept of individualism and individual control, self-expression, freedom of association, freedom of speech, freedom of economic activity as threats to the government status. Those countries are going to find it very hard to accept that Bitcoin is and will continue to be. More liberal countries, countries that believe in, the principles of the Enlightenment and the Renaissance, will probably find it a bit easier to adopt systems that empower individuals. What do you advise for a developer interested in the blockchain? Should he be interested first in Bitcoin or Ethereum? I think both, because both offer interesting and different perspectives on the same technology. So if you're looking at these open global blockchains like Bitcoin and Ethereum, Bitcoin will demonstrate some of the areas where you have a 7-year history of extremely robust proof-of-work based open blockchain that is primarily used for currency applications, but has other applications too, and offers this concept of sound money. Ethereum gives you much more flexibility. It can be interesting for developing decentralized applications. The security model is slightly different, and it's not as mature yet. So I think both of those offer interesting perspective, and developers should really look at both. Perfect. Another topic, we have today a very intensive buzz about blockchain as the technology behind Bitcoin. Is it really, do you think that the invention behind Bitcoin is really about blockchain? And can we really separate Bitcoin from blockchain? I think it really demonstrates that people don't yet understand this technology. Blockchain is not the technology behind Bitcoin. It's one of the technologies behind Bitcoin, but it's not the most interesting part of Bitcoin. The real power behind Bitcoin is decentralization. Blockchain is one of the capabilities within Bitcoin, one of the tools within Bitcoin that increases decentralization. So blockchain is an architecture. It's an architecture that allows us to increase decentralization within Bitcoin. But the goal is decentralization. The blockchain is just a means to that goal. And the goal of decentralization is not achieved by blockchain alone. It's achieved by the combination of a blockchain architecture, an open participatory proof-of-work consensus algorithm that rewards with a native asset and requires the investment of extrinsic energy. All of these things increase decentralization, and they increase them in stepped ways that create the features of Bitcoin. So Bitcoin is open, borderless, neutral, censorship-resistant, with open participation, open innovation, and access. Those capabilities don't come from blockchain technology. They come from decentralization. And so what's really interesting about Bitcoin and other open global blockchains is their degree of decentralization. To simply say I'm using a blockchain is to say I'm using a database with signatures and hashing. And you can use a database with signatures and hashing to create something that is very centralized and has none of the capabilities and features that we see in open global blockchains. And that's boring. It's not really a very interesting technology. In fact, it's a rehash of technologies we already have.
what's really powerful about Bitcoin, what's really interesting about Bitcoin, is how it changes the model of global governance once you have massive levels of decentralization and the platform itself is neutral. And you can't do that simply with a blockchain. So I think it's important to separate those and understand where the capabilities really come from. Perfect. So still about the blockchain buzz, do you think that banks and big companies do really need blockchain? I think banks can use blockchain to achieve small and incremental savings and operational efficiencies in areas where their technology is so far behind the mainstream that it's almost a joke. The fact that today the clearing houses and the coordination systems for clearing equities and bonds and over-the-counter securities and futures are still using effectively messaging technology from the 1970s is the only reason why blockchain is useful in the banks, because compared to that, anything they build will be less centralized and more efficient. So it gives them an opportunity to build something new. I think there's also a danger there, though, and it's something we don't commonly discuss. If you have a clearinghouse that operates to clear transactions between banks, equities, bonds, futures, derivatives, securities, whatever, one of the most important functions of the clearinghouse is that the clearinghouse itself is not a market participant. The clearinghouse is a neutral fiduciary agent that has no participation in the market. So I think we're rushing into this idea that we can replace the clearinghouse by a consortium of banks. The problem is then the people responsible for clearing are market participants. In fact, they are the market makers in that market. And that creates a massive conflict of interest. What you had before, which was a separation of concerns between the market participants and the clearinghouse, is erased. Now, there's a lot more possibility for collusion, corruption, front-running, and insider trading, which the clearinghouse prevented. I don't know how that's a real improvement. Maybe it's more efficient and less expensive for the banks, but at what cost? At the cost of greater possibility for corruption and collusion. So again, I'm skeptical about the use of blockchain in the banking environment. What I can tell you is that the banks really have very little use today for open global blockchains, because open global blockchains essentially mean the replacement of banking as an institution with banking as a network protocol and an application, which takes away all of the power and control that banks have. To use an open blockchain is to give up all control. And unfortunately, their industry is not able to make that choice. So they're likely to face significant disruption from open global blockchains, while at the same time playing with these little sandbox closed blockchains that dilute conflict of interest protections and offer minor incremental operational efficiencies. And to finish, would you comment more about the need for an open blockchain and how this openness is driving real innovation? Yeah, I mean, it's the difference between the Internet of money and the intranet of money. And we already have seen that play out. When the Internet first started to have an impact in commercial environments, many companies decided that the best way to use the Internet was to create little intranets inside that were closed, controlled, and firewalled, where they ran a subset of carefully controlled corporate applications. And we now know that those are the environments where innovation goes to die. And in those corporate environments, you have stale information, reduced security capabilities, and useless content. And the applications that run in there are a restricted set of applications that nobody wants to use. So you end up with people who carry 2 phones on them. They have the BlackBerry that runs Outlook and connects to the intranet for running Microsoft Exchange and wikis with stale information. And then they have an iPhone or Android phone so they can work like normal human beings with all of the rest of the applications on the internet where all of the interesting stuff happens. That exact scenario is now playing out with Bitcoin and the open global blockchain, which is that
The real promise there is to create an internet of money, an open network that is completely open to participation for everyone in the world, that sees no borders, that is completely transnational and global, that is neutral and censorship resistant. And that is magical. That allows billions of people to innovate on their own, to choose to produce financial systems and not just consume them, to participate in a global economy, to transcend borders, to create both hyperlocal community trade as well as international trade from the comfort of their own phone, with full empowerment and control and security, without any intermediaries, without any counterparties, without corrupt banks and corrupt governments. That's a powerful idea. The idea of taking that technology and creating a little sandbox for the use of a corporation or a bank, that's boring. It doesn't really do any of the interesting things that the open global blockchain does. Now, of course, that doesn't mean it's not going to be done. Hundreds and hundreds of companies are going to try to recreate the magic of the Internet of Money in a bowl, in a bottle, and create a contained, closed, controlled system. And that system eventually will deliver very little or no innovation. Because when you isolate something, when you keep it under control, it cannot innovate at the same pace as an open system. It cannot offer neutrality because with the power of control comes the responsibility of control. And so you can't have neutrality, you can't have censorship resistance, you can't have openness. All of those features evaporate immediately. And what you're left with is basically a closed financial system, and we already have many of those. We have them: PayPal, Venmo, Apple Pay, credit cards, Visa, MasterCard. We already have those. There's no reason to recreate them on a blockchain database. Thank you very much, Andreas. It's a pleasure. Thank you so much for having me. Hope to see you soon. Yes. À présent, je vais reprendre les principaux points qu'il faut absolument retenir. Tout d'abord, au-delà de la monnaie, le Bitcoin est un réseau qui est une plateforme formidable sur laquelle il est possible de créer des applications décentralisées grâce au langage de script Bitcoin. Il s'agit d'une plateforme totalement inédite, car tout comme sa monnaie, le réseau Bitcoin est un réseau global, offre des données immutables, résiste à la censure, est neutre et ne présente pas de risque de contrepartie. Également, toute application peut être créée sans permission, c'est-à-dire que tant que l'on respecte le protocole du réseau Bitcoin, il est possible de déployer toute application sans avoir besoin de l'autorisation de qui que ce soit. Il faut également retenir que la monnaie Bitcoin est tout à fait unique. C'est la première monnaie programmable, transnationale, déflationniste, ce qui lui donne un formidable potentiel d'adoption qui n'a d'ailleurs pas encore été matérialisé. Dans les pays développés, comme chez nous en France, l'adoption reste motivée pour des raisons idéologiques. Mais l'existence d'une monnaie transnationale et déflationniste a un attrait très important. Également, l'aspect programmable de la monnaie Bitcoin participera grandement à l'adoption, car cette monnaie est nécessaire dans le cadre de services naissants tels que OpenBazaar ou l'assurance Timbrella que nous avons évoqué dans les chapitres précédents. Dans les pays en voie de développement, la monnaie Bitcoin dispose d'un potentiel formidable pour offrir des services financiers à une population exclue de la plupart des services financiers existants. Il est probable que ces populations connaissent un saut technologique pour passer directement à des crypto-monnaies telles que le Bitcoin. Également, l'immense marché du transfert d'argent à l'international, ou remittance, semble déjà impacté par la monnaie Bitcoin. À retenir également, nous avons vu que l'univers Bitcoin est en constante évolution et innovation, et que de nombreux BIP, Bitcoin Improvement Proposal, sont à l'étude ou en cours d'implémentation. Parmi les grandes évolutions à venir, nous retiendrons le Segregated Witness, qui ouvre de nombreuses possibilités techniques, le réseau Lightning, qui va apporter une scalabilité et permettre au réseau Bitcoin d'absorber autant de transactions qu'un réseau classique financier tel que le réseau Visa. Également, l'arrivée des sidechains qui permettra de populariser le réseau Bitcoin en tant que plateforme.
À retenir également la notion de décentralisation. C'est une idéologie et une nouvelle forme de gouvernance. La décentralisation proposée par Bitcoin est une forme de gouvernance nouvelle qui permet une ouverture totale quant aux participants, à leur géographie ou à leur niveau d'investissement. La décentralisation du Bitcoin est permise par une architecture pair à pair, une technologie blockchain de chaînage de blocs, mais également par un algorithme de preuve de travail anonyme qui donne la possibilité d'un accès totalement ouvert à toute personne ou organisation qui souhaite participer à ce réseau. Également, nous avons vu que le Bitcoin a inspiré beaucoup d'autres plateformes ouvertes ou fermées. Le Bitcoin est aujourd'hui dominant dans l'écosystème des altcoins, aussi bien par sa capitalisation, par la taille de son écosystème de mineurs, mais également par l'adoption. Parmi les plateformes ouvertes, la plateforme Ethereum, bien qu'à ce stade immature pour des use cases en production, reste très prometteuse. Et enfin, nous pouvons parler de la hype actuelle autour de la technologie de chaînage de blocs et peut-être la démystifier. Comme nous avons pu le voir, le chaînage de blocs, appelé souvent blockchain, n'est en fait qu'un composant, qu'une technologie, qu'un seul savoir du registre distribué. Ce qui est le plus fondamental dans un registre distribué ouvert, c'est l'algorithme de consensus et la notion de décentralisation. Également, l'innovation la plus forte provient des registres ouverts, alors que les registres fermés n'apporteront probablement qu'une innovation incrémentale qu'il ne faut toutefois pas rejeter. Espérons que dans le futur, les registres distribués dits blockchain, publics et privés, coexisteront et seront même interopérables. À présent, nous arrivons au terme de cette série Blockchain Révolution. Je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère que ces cours vous auront été utiles pour mieux appréhender l'univers Bitcoin et sa technologie, la blockchain. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions et qui nous ont apporté tous leurs éclairages. Également, celles qui ont contribué à la réalisation de cette saison 1. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à communiquer sur cette série Blockchain Révolution. Au revoir et à bientôt.